Le système tremble. Jamais depuis l'existence de TVL, le pouvoir n'a été autant placé face à ses propres échecs. Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système, dont vous assurez la survie financière malgré vous, pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Ils obéissent aux ordres, ils vous intoxiquent, ils vous désarment. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés et vous décidez. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. Il se présente comme un intellectuel engagé, avec cette précision, engagé là où on ne l'attend pas. Des avis tranchés, mais une bienveillance à toute épreuve. Le propos vient donc compléter l'autoportrait, celui de Driss Ghali. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous avez eu le droit à un portrait récent dans le magazine Jeune Afrique. Quelle chance, intitulé l'essayiste Driss Ghali, un Zemmour marocain. Vous êtes présenté comme, je cite, un être plein de contradictions. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Plus ou moins, il y a du vrai. Alors, je ne me revendique pas le Zemmour marocain. Je revendique, chacun a droit à son identité, chacun trace son chemin. Je ne fais pas de politique, même si nous faisons tous de la politique en écrivant. Mais ce portrait est quand même pas mal. De toute façon, dès qu'on dit la vérité, on est classé à l'extrême droite. Donc que Jeune Afrique, un journal très respectable, que mon père lisait quand j'étais tout petit, m'offre quelques pages, même si il y a un peu quelques pics, je prends. Nous en sommes là en démocratie en 2024. Quand on n'a pas choisi le camp du bien, eh bien il faut s'exposer à certaines piques, mais qui sont quand même assez. Le fait de vous réduire à votre statut nationalité de marocain, oui. C'était une bonne chose ? Je ne l'ai pas vu comme ça, mais je pense qu'on n'échappe pas trop à ses origines. Il faut les assumer. Alors, il ne faut pas en être fier, parce que un Tchétchène peut être fier, comme un Cambodgien peut être fier, comme un Breton peut être fier de ses origines. Il n'y a aucune fierté. On est fier. Elon Musk peut être fier de ce qu'il est en train de faire. Balzac peut être fier. De Gaulle peut être fier. Par contre, je pense qu'il faut assumer. Ça me gêne pas d'être réduit d'être rattaché à ça. Je pense que je fais partie des enfants de la France par l'intellect et par la sensibilité. J'ai pas besoin d'être français pour aimer ce pays, pour le défendre. Je préfère le défendre en étant marocain, sûr de mes racines. Et je l'ai vu, moi, tout petit à la maison, la France a corrigé. La France, pour nous, c'était comme la vitamine C à la maison. Ou chez quelqu'un qui veut faire du sport, qui prend de la vitamine C ou de la vitamine D ou des suppléments. C'est un supplément d'âme. La logique cartésienne, le refus absolu de la corruption. Je parle de la France d'avant, Cahuzac et autres. C'est quand même, cette France a existé. L'empathie, c'est le pays de l'empathie, de l'égalité. Ce sont des choses que la France m'a appris, et la langue bien entendu. Et donc, je suis pas moi marocain. Je pense que il faut aussi qu'on accepte que la France ait des amis à travers le monde et moi je vois une lumière quand je vois la France. Je la ressens, elle réchauffe mon cœur. Alors bien sûr, comme elle est en train de s'étioler, ça m'énerve et je passe à l'acte, j'écris, je me fais traiter de Zemmour marocain avec un point d'interrogation quand même chez Jeune Afrique. Mais c'est vraiment une lumière. Donc heureusement que le Marocain que je suis a trouvé la France sur son chemin. Alors, nous êtes ici pour évoquer la réédition, tout au moins l'édition papier cette fois-ci, d'un essai qui est intitulé « De la diversité au séparatisme, le choc des civilisations ici et maintenant ». Et cette réédition va nous permettre d'évaluer, au regard de l'actualité que nous vivons en 2024, ce que vous écriviez donc en 2021. Et commençons par le constat que vous faisiez. La France est disloquée, convertie en 20 années de l'humanisme universaliste au séparatisme indigéniste, la France disloquée, elle semble s'être électoralement quelque peu réveillée.
Oui, alors les disloqués, nos amis du Nouveau Front Populaire me donnent raison, ils vont plus vite que mon constat, parce qu'ils sont vraiment dans la post-France. C'est-à-dire les islamistes d'un côté, les homosexuels de l'autre, les femmes d'un côté, les noirs, les arabes, enfin c'est incroyable. Ils ont inclus dans leur doctrine politique la dislocation du pays. Ils gouvernent un pays qui doit être disloqué. C'est ce qu'ils appellent la convergence des luttes, c'est-à-dire l'alliance de toutes les minorités contre le peuple qu'il faut tuer. Il y a même on est au-delà de la dislocation, c'est devenu une mare d'acide. C'est-à-dire que le programme de la Nouvelle France, le NFP, là, le Nouveau Front Populaire, c'est un baril d'acide où il faut mettre la France. Avec la haine de toutes les communautés, tous les communautarismes. Tout le monde est ligué. Au fait, le seul dénominateur commun entre un islamiste et un homosexuel, selon ce cartel électoral, c'est la haine de la France. C'est-à-dire le démantèlement de la tradition française, le démantèlement de la laïcité au nom d'une pseudo-liberté. Je porte la abaya comme je change de sexe ou je défile à la Gay Pride. Pour eux, c'est la même chose. Alors ça semble fou, mais c'est pas fou. Parce que pour eux, chez Mélenchon, je dis pas chez tout le monde, je dis pas chez les homos, pas chez tous les musulmans, mais je parle dans ce cartel-là, la seule logique, c'est le démantèlement de la tradition française, la France. Voilà, ils sont là pour détruire, ils disent déconstruire, en fait, ils sont là pour détruire. Je me souviens un peu de votre question. Ma question, c'est est-ce que cette France disloquée, elle s'est réveillée électoralement réveillée? Oui, il y a un réveil. Alors, je préfère parler de dégrisement. Nous sommes en cellule de dégrisement après une garde à vue pour conduite en état d'ivresse qui a duré 40 ans. Et le dégrisement n'est pas très agréable. Hein. Il est excessif. Il y a des maux de tête, il y a quelques reflux gastriques. Donc, vous avez dans le reflux gastrique aujourd'hui, les gens vomissent Macron. Au-delà du rationnel. Il y a vraiment un mouvement anti-Macron qui s'explique, mais qui est extrêmement incandescent. C'est pas un réveil. Les gens, j'ai l'impression, se réveillent. Enfin, ils sont plus anti-Macron qu'identitaires. Ils sont plus dans le problème du pouvoir d'achat que le problème de l'identité. Parce que quelle est la bascule qu'il y a eu entre 2021 et 2024 ? Vous avez eu l'Ukraine, prétexte pour l'inflation. Et le grand déclassement des classes moyennes qui voient maintenant qu'elles ont de plus en plus de mal à se loger, à consommer. Vous avez vu le prix des voitures, par exemple. Ça, c'est un bien de classe moyenne. Avec le moteur électrique et tout ça, tout le monde a des voitures en prix 1,5 ou autre. Donc, vous avez cette bascule qui a lieu. Mais au fond, tout est identitaire. Tout est identitaire. La problématique de l'islamisation, la problématique de la race, mais aussi le pouvoir d'achat. Parce que ce que l'on consomme, c'est ce que nous sommes. Le fait d'aller au restaurant, c'est très français. Nous, les Nord-Africains, nous n'allons pas au restaurant. Nous préférons dépenser notre argent ailleurs. Nous n'allons pas en vacances au ski. Donc le pouvoir d'achat, c'est l'identité. Ce que je porte, du tissu, la soie ou du tissu du bas de gamme. Où est-ce que je vis ? Pour bien vivre à la française, il faut quand même un certain nombre de mètres carrés. Pas des studios à 30 mètres carrés qu'on peut acheter dans Paris. Parce qu'il faut que la vie se déploie. Il faut une cuisine. Donc au fait, tout est pouvoir d'achat. Tout est identité, au fait. Mais l'identité au sens large, au sens réel. Parce que l'identité, moi je passe pas ma journée à dire je suis un arabe ou je regarde mon ADN. Je le sais, c'est bon. Je connais ma religion, mais mon identité, moi, c'est ma classe sociale. Je suis quand même, marocain, musulman, français d'esprit et de civilisation, mais aussi un bourgeois. Donc demain, vous me dites, vous me déclassez, vous me mettez dans les classes populaires, je vais très mal le vivre, ce sera une atteinte identitaire. Et la grande erreur, à mon avis, de nos élites, c'est de ne pas avoir compris ça. C'est-à-dire que ce que jouent les gens aujourd'hui, c'est eux-mêmes. C'est pas le diesel, c'est pas le fait le prix du ticket du métro, même si c'est important. Ce que jouent les gens aujourd'hui, c'est leur identité. C'est ce qu'ils ont de plus cher, en fait. Et je vois que nos universitaires et nos élites sont complètement passés au travers. Alors, la France est malade. Vous dites même, je vous cite, le drapeau est par terre. Est-ce que vous vous attendiez quand même, je reviens à cette question, est-ce que 40% de Français et plus se baissent pour ramasser ce drapeau et pour le voir flotter à nouveau sur les frontons de nos palettes de la patrie ? Non, je ne m'y attendais pas. J'étais beaucoup plus pessimiste qu'aujourd'hui. En 2021, on était juste avant l'élection de C'est pour ça que c'était ça ma question. Très importante. Oui, une vision peut-être plus pessimiste. Oui, peut-être que vous ne pensiez pas que les Français étaient capables de réagir en partie ? Oui, j'étais pas... Enfin, je m'en réjouis. Je préfère avoir tort
et voir le pays se relever que d'avoir raison et de compter les morts sur un champ de bataille. Maintenant, je le crois sincèrement, les gens se sont réveillés plus par vomissement, nausée, ad nauseam causé par Macron. C'est vraiment le plus grand allié de la droite nationale, c'est Macron. Il faut le garder. Il faut le garder. C'est notre meilleur argument électoral. Macron, Dupond-Moretti, c'est... Les deux, là, ils peuvent faire élire une chèvre à leur place en 2027 ou créer la prochaine révolution française. Donc je pense qu'il y a le vomissement de Macron et le pouvoir d'achat. Je ne pense pas... Peut-être que la prochaine étape, ce sera la désinhibition et les gens qui disent « Merde, on aime ce pays ». Parce que nous nous cachons encore pour dire que nous aimons la France. J'étais dans une fête d'enfants. J'ai des fréquentations pas orthodoxes. J'accompagnais les enfants d'un ami dans un... Alors, je ne veux pas le dire en anglais, mais c'est un lieu qui est nommé en anglais. Une espèce de hangar où il y a on célèbre les anniversaires avec des jeux, des monétrices et tout ça. C'est un nom anglais, c'est dans le sud-est de la France. Et je demande une bière et je m'assois avec des parents d'enfants, 3 ou 4. Il y avait un copte égyptien, naturalisé français. Il y avait 2 Français de souche. Tout de suite, je leur dis, moi j'aime bien Zemmour. Le Français de souche, il a failli s'étrangler. Il m'a dit, mais comment tu oses nous dire ce que tu penses politiquement alors que tu nous connais à peine? Je dis, Zemmour, il n'est pas interdit de séjour en France, c'est pas le petit-fils de Staline. Voilà. Et au fait, j'ai eu de la chance, tout le monde pensait à peu près pareil. Non, mais voilà, les gens se cachent pour aimer leur pays. Donc le vrai réveil, le drapeau sera vraiment levé quand les gens diront « Merde, je suis français et je vous emmerde ». On n'y est pas encore. C'est noté. Il y a un propos qui est totalement démontré en ce mois de juin 2024, c'est le rôle ou le comportement, on va dire, moutonnier des journalistes et des artistes. Alors, ils pétitionnent actuellement, ils manifestent, ils dégoissent sur la menace de l'extrême droite et du fascisme. Et pour vous, dès 2021, vous avez un propos qui est assez sévère. D'ailleurs, vous dites « Ils ont juré la fin de la France ». Pas tous, pas tous. Ils n'ont pas fait le serment le matin en se réveillant, mais ils ont acté que la France c'est fini. Parce que le problème de l'artiste, c'est quoi? Le problème de l'artiste, c'est le financement. C'est dur de vivre de sa plume, ou de son visage, ou de sa poésie, ou de son jeu théâtral. Donc le financement, c'est l'État. Les entreprises, d'ailleurs même les entreprises sont devenues une sorte d'État profond étendu. Le CAC 40 pense comme Sandrine Rousseau. Il y a vraiment, il y a pas beaucoup de différence. Donc ils vont jamais cracher dans la soupe. Ils vont jamais penser différemment que les sponsors, qui sont en France largement l'État, la télévision publique, le CNC et autres. Vous ne les croyez pas sincères? Vous les croyez pas sincères? Au fait, moi, je pensais comme eux. Je n'étais pas aussi radical, je n'étais pas anti-français, mais je pensais comme mes patrons quand j'étais inséré dans le système. Quand on est dans le système, notre cerveau se programme pour penser comme ses patrons. Moi, quand j'étais dans le CAC 40, je vivais très bien, je gagnais bien ma vie, j'aurais pu voter Macron. Je me suis effondré avant. Donc, vous relevez. Vous relevez, tout à fait. Certaines chutes vous relèvent, certaines sorties de route vous font voir la vraie route. Parce que j'aurais été aussi borné, pour pas dire autre chose, que ceux qui défendent Macron aujourd'hui, ils nous disent que Marine est fasciste et que voilà, c'est la fin du monde. Alors que le bilan est catastrophique. Donc l'être humain est ainsi fait, il adapte ses croyances à son portefeuille. Et je vais appuyer sur le bouton nucléaire. Rappelez-vous, dans les années 40, les milieux artistiques éditoriaux, littéraires, ont largement joué la carte de la collaboration. Les Gallimard et tout. Je ne veux pas citer de nom propre parce que j'ai mauvaise mémoire sur le sujet, mais ils ont tous joué. La fête a continué à Paris, sous les Allemands. Et ces artistes-là sont la voix de l'État profond sans le savoir. Ils disent ce que l'État profond veut. L'État profond ne veut pas de l'alternance. Il veut à la limite du NFP parce qu'ils savent qu'on est entre gauchistes, entre ennemis de la France, mais il veut surtout pas d'un coup de frein à tous les maux qui plongent ce pays dans le précipice. Je repense, là, en même temps que je suis en train de noter ce que vous venez de dire, je repense à l'article de Jeune Afrique, avec cette phrase « L'homme est plein de contradictions ». Et il y a quelques jours, sur une chaîne télé, vous dites qu'il faut resserrer la vis en matière d'immigration. Oui. J'ai bien noté. C'est sur vos propres termes. Dans votre essai,
je trouve que le propos est toujours pas aussi clair que cela. Pour dédouaner l'immigration, vous affirmez par exemple que la France n'a pas attendu les immigrés pour sombrer, dédouaner, excuser en attendant de légitimer. Non, c'est pas ça. Au fait, C'est un peu ça. Non, je vais essayer de vous le démontrer. Il y a 3 corps malades en France aujourd'hui. Il y a le corps malade français de souche, gaulois. Il y a le corps malade nord-africain, arabo-musulman nord-africain. Et vous avez le grand corps malade africain noir. Vous avez 3 sources de problèmes. D'aucuns diraient 3 sources d'opportunités. Parce qu'il y a des Maghrébins qui rendent service à ce pays tous les jours. Il y en a dans la police, dans l'armée, notamment, mais pas seulement. On ne peut pas dire que tous posent problème. Idem pour les subsahariens, évidemment pour les Français. Mais vous avez 3 grands corps malades, chacun avec ses problèmes. Et les problèmes du grand corps malade français, qui est la civilisation française, qui est fatiguée, qui a accompli sa mission. Elle a accompli l'égalité, ce qui n'était pas gagné entre les hommes et les femmes, pas gagné entre les classes sociales, pas gagné, tout en permettant un capitalisme dynamique. La France, c'est pas l'URSS ni Cuba. L'économie fonctionne avec l'égalité. Une égalité qui est théorique, mais quand même qui est là, les impôts et tout ça. Elle a accompli la sortie de la religion catholique, sans désordre. La France est un des rares pays au monde où vous avez une morale publique, une morale dans les familles, sans invoquer de religion. Nous, les musulmans, nous n'y arrivons pas. Nous, pour nous empêcher, nous avons besoin d'une religion. D'autres pays aussi, la plupart des pays dans le monde sont comme ça. Une religion. Donc la France a accompli sa mission et là, elle s'effondre. Elle est dans le... Enfin, quand même, Bourdieu, il n'est pas kabyle. Dupond-Moretti, il n'est pas marocain. Sartre, Foucault, ce ne sont pas des immigrés sénégalais. Attal, Madame Belloubet, Madame El-Qassem, c'est une contradiction effectivement, mais bon, elle suit un mouvement. Tous, Monsieur Mitterrand, qui a mis en place les germes de ce qui nous arrive aujourd'hui, il n'est pas descendant du RIF. Donc vous avez aujourd'hui une volonté française de casser la tradition française. Et ça, on retrouve la fatigue, mais il y a aussi la guéguerre gauche-droite née à la Révolution, ou avant. Notre gauche, elle a gagné tout, elle a tout gagné, elle a éradiqué la droite. La droite, c'est LR. Elle embrasse les babouches du PS, elle ne sait plus quoi faire. Ben, la gauche, comme une bactérie, elle avance, maintenant elle bouffe la France. Ça, c'est pas la faute de l'immigration. L'immigration, elle arrive à côté, c'est une autre bombe nucléaire. Bien sûr que la gauche se sert de l'immigré pour embêter le cateau. Parce que... Alors, regardez ce qu'elle vous dites, elle s'est coupée les ailes toute seule. La France, l'immigration est innocente de toute implication dans la débandade de l'éducation nationale. Vous savez bien que c'est un problème de l'éducation nationale. Elle l'aggrave aussi. Elle l'aggrave. Non, mais je vis dans le réel. Qui a enlevé le redoublement ? Est-ce que c'est un ministre musulman ? Qui a mis en place, qui a dit qu'on arrête la sélection à l'université ? Est-ce que ce sont des Maghrébins ? Qui a dit qu'on ne fait pas de conseil de discipline dans les écoles pour pas embêter la carrière des proviseurs ? C'est pas le ministre de l'Éducation de l'Algérie ou de la Tunisie. C'est les Français qui ont désarmé. Là où je vous le concède, c'est que l'immigration aggrave tout. Je le dis dans le livre, l'immigration aggrave tout parce que vous avez des millions d'élèves qui ne parlent pas français, donc il faudra dépenser 3 fois plus, 4 fois plus que pour un élève de souche pour qu'il apprenne le français. Vous avez des problèmes de famille, vous avez des cultures, ça le pire, qui n'aiment pas l'éducation. Vous mettez des Arméniens, vous mettez des Libanais, vous mettez des Vietnamiens, l'éducation est un but. Vous prenez des cultures d'autres pays, l'éducation n'est pas très importante. Donc vous allez devoir ramer 2 fois plus. Là, ça aggrave. Vous avez l'islamisme qui est en train de bouffer l'éducation nationale. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en expulsant, en remigrant tous les immigrés, la France continuera à sombrer parce que le moteur est cassé. Ou disons qu'il est déréglé, pour être plus optimiste. Je vois aussi un sujet que vous évoquez dans votre essai, qui est aujourd'hui dans l'actualité, puisque Jordan Bardella remet en cause le droit du sol. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous le suivez ? Le droit du sol, c'est quand même un tabou mental, non ? Oui, on est dans le pays des tabous, parce que nous sommes restés un pays catholique, sauf que nous avons remplacé le catholicisme, le catéchisme, par le programme de la gauche. Donc vous avez des curés maintenant, curé Glucksmann, curé Sandrine Rousseau, vous avez des évêques. Monsieur Macron est un évêque, il a dit ce week-end, attention, si vous votez pour les extrêmes, ça va être la fin du monde. On est vraiment, il n'a pas dit la fin du monde, mais comprenez la fin du monde, c'est l'évêque. On a des bulles papales qui descendent maintenant. On a une ligue chrétienne là, qui s'ignore. Et qui est pleine de tabous, dans le sens parce que la religion a un côté sublime, mais elle a aussi un côté très déprimant quand elle est tenue par des dévots. On est vraiment dans la bigoterie là, ces gens-là, avec l'espèce de contrôle social que veut faire Madame Sandrine Rousseau des tâches ménagères. Je croirais que c'est des jésuites dans les missions au Paraguay. Quand ils demandaient aux Indiens, ils leur disaient à midi vous allez vous copuler, à 12h30 vous allez travailler les champs.
c'est ce réflexe-là qui est présent. J'ai encore oublié votre question. La question, c'est est-ce que le droit du sang, c'est un tabou mental? Est-ce que vous êtes favorable? Oui. Moi, je suis... je pense que... Le droit du sang, il n'y a pas de sang. Oui, non, bien sûr. Non, mais je suis favorable au droit du sang, même si sur ces choses-là, parce que je suis favorable au droit du sang, parce que c'est notamment le cas dans mon pays d'origine, le Maroc. Et nous, on n'est pas des xénophobes, des fascistes, des pétainistes. Le droit du sang, me semble-t-il, c'est la norme dans le monde. Et le droit du sang était la norme en France jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps, quand la France a eu des problèmes de démographiques. Mais sur ces thèmes-là, droit du sang, droit du sol, je pense qu'il ne faut pas avoir de religion. Il faut être pragmatique et j'irai beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le droit du sol nous fait beaucoup de mal, donc il faut aller au droit du sang. Peut-être que dans 200 ans, on reviendra au droit du sol et j'irai plus loin. Moi, je m'inquiète même pour les Français de souche qui naissent en France. Est-ce qu'ils sont vraiment Français ? Parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Jean-Marie, fils de Philippe et de Marianne, que l'on est français. De cœur, d'esprit et d'éducation. Vous les voyez comment ils parlent, les jeunes? Vous voyez ce qu'ils mangent? Vous voyez ce qu'ils mangent? Vous voyez la musique qu'ils écoutent? Vous voyez les problèmes de discipline? Même dans l'armée, maintenant, nous avons du mal à faire appliquer les ordres. Parce que, moi, je pense qu'il faut réassimiler même les Français de souche. Parce qu'ils passent par les fourches codines de l'éducation nationale, on en fait des consommateurs ou des Américains qui s'ignorent. On en fait des citoyens génériques et qui vivent en France comme des étrangers. Je suis sûr, ils traversent le Louvre ou Notre-Dame, et ils le regardent comme un Indonésien le regarderait, comme des étrangers. On leur donne plus les codes pour comprendre leur pays. Et on peut être juif, musulman ou français. Mais quand on voit la Vierge, quand on voit les calvaires sur les routes de France, il faut qu'on soit connecté à ça. Ça, c'est la France. Ce sont des énergies qui sont là, ce sont des nutriments qui sont là. Et c'est pas parce qu'on est né d'un sang gaulois de souche que ça va de soi. Ça va pas de soi. Il faut rééduquer les gens. Donc c'est le droit du sang, droit du sol, bien sûr le droit du sang, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut travailler sur le grand corps malade français qui s'est oublié. Qui s'est oublié? Vous voyez les prénoms des gens, Kevin, Kylian, tout ça. Les gens s'oublient. Vous appelez un travail d'artisan en matière d'immigration. Vous revendiquez même sur cette question épineuse, on le sait, qu'on ne fasse pas preuve de dogmatisme. Je me suis dit, vous allez vraiment plaire au Front populaire. Vous allez voir Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on ne peut pas faire preuve de dogmatisme. Mélenchon est un Marocain comme moi. Le Maroc a donné des grandes figures, mais bon, il y en a deux qui ont mal tourné, c'est De Villepin qui appelle à voter Mélenchon. De Villepin que j'admire, un grand monsieur quand même si je ne suis pas d'accord avec lui sur pas mal de choses, mais quand même c'est pas n'importe qui. Et Mélenchon qui a mal tourné, qui est en train de nous faire la France... je vais être très, très, très pamphlétaire, la France kebab. Il est en train de nous faire la France kebab. Moi, je pensais qu'il allait nous faire la France de gauche. Il nous fait la France kebab. Tout ça pour arriver au pouvoir. Il ne faut pas être dogmatique parce que, en fait, il faut être dogmatique sur l'identité française. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est que la vocation de la France? La France n'a pas vocation à être une Bulgarie de plus, ou une Belgique de plus, ou une Suisse de plus. La France est condamnée à être une puissance. Il faut qu'on soit puissant. Parce que si on n'est pas puissant, on s'effondre. Parce que c'est un pays qui tient debout par la volonté. C'est pas un pays naturel. C'est pas la France, c'est pas l'Arabie Saoudite. Vous avez la Médine, la Mecque, ça tient par Médine, la Mecque. Vous leur enlevez le pétrole, ils vont tenir parce qu'ils ont le Saint Graal. Il y a des millions de musulmans, des milliards qui vont venir les voir. La France, à la limite, c'est pas même, j'allais dire, c'est un pays vraiment politique. Et c'est un pays voulu par les rois et par la République, par l'État. Il faut être puissant pour fédérer les gens autour de vous. Comment est-ce qu'on devient puissant? Comment est-ce qu'on crée la puissance? Là, on rentre dans le domaine du pragmatisme. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la cuisine? Quelle est la cuisine aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai sur la table comme ingrédient? Eh bien, j'ai une économie qui est complètement folle. J'ai un capitalisme qui se fout complètement de la productivité. C'est-à-dire que moi, j'ai un copain congolais qui a 2 restaurants dans la région parisienne. Eh bien, il me dit qu'il recrute des mamas africaines qui savent même pas compter, savent même pas faire la caisse. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, au moins, elles viennent tous les jours. Alors que les jeunes, ils viennent pas. Donc, vous avez des capitalistes qui se fichent complètement de la productivité. Ils savent pas lire, ces dames. Vous avez un marché du travail complètement fou, où les patrons ne veulent pas prendre de français parce qu'il coûte cher. Donc, quand je dis, il faut pas être dogmatique, à un moment donné, on dit immigration zéro, ok, mais comment on y arrive?
Vous avez on peut pas. Si on bloque les flux aujourd'hui, vous allez avoir un blackout des restaurants, du BTP ou autres. Mais sur 10 ans, il faut quand même qu'on y arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être... Plus pragmatique que dogmatique, alors. Oui, en fait, il y a des dogmes de droite qui sont malheureusement inapplicables. Vous avez une économie... On a dégoûté les Français de travailler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on y est arrivé. Les gens ne veulent plus travailler. Je serai intellectuel de l'université, subventionné, je travaillerai sur ça. Il faut qu'on arrive à ramener les Français au travail pour qu'on puisse couper l'immigration. On ne peut pas leur dire on coupe l'immigration, mais vous continuerez à rester à la CAF, au chômage 2 ans, et les travaux manuels ne vous intéressent pas. Les Français ont été dégoûtés peut-être par le management qui est mauvais, dégoûtés par les charges du travail qui sont énormes, dégoûtés. Enfin, il faudrait que. Moi, j'ai pas les réponses. Il faudrait voir ça. Autre chose, il ne faut pas être dogmatique aussi sur l'islam. Il faut dire que l'islam n'est pas une religion française. Je le dis, l'islam et la France ne sont pas compatibles. Ça ne veut pas dire que les musulmans et les Français ne peuvent pas vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on peut être français et musulman. Mais vous avez 2 hyperpuissances qui sont en concurrence et qui ont chacune une réponse complète à la vie. Complète. Alors la France, c'est plus de prospérité et moins de spiritualité. L'islam, c'est moins de prospérité. Sauf à Dubaï, mais là c'est le pétrole et les Britanniques qui font tourner la machine, et plus de spiritualité. Vous êtes moins esprit de famille, nous on est plus esprit de famille. Nous gardons nos vieux, on les envoie pas à l'EHPAD, d'autres. Donc vous avez 2 réponses contradictoires qui sont dans ce pays. Ça il faut le dire. L'islam ne peut pas être à son aise en France. Mais cela dit, quand vous avez 10 millions de musulmans en France, allez 6 millions, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire de nouvelles mosquées. C'est ce que je dis, ne pas être dogmatique. Les gens veulent pratiquer leur religion. Et je pense que la religion est un droit de l'homme, la spiritualité est un droit de l'homme. Moi, je ne comprends pas comment les catholiques se taisent dans ce pays avec tout ce qui leur tombe dessus. Le fumier qui leur est mis dessus par la France Inter, le service public et les médias en général qui traitent comme... c'est honteux ce qui leur arrive. Et même la décrédibilisation constante, la propagande négative constante contre l'Église catholique qui a fait tellement de bien à ce pays. Avec tous les dérives qu'il y a, mais tout le monde a eu des dérives. La pédophilie, on en trouve dans toutes les religions, même à l'éducation nationale qui est laïque. Donc, moi, je dis, soyons pragmatiques. Que des mosquées soient construites sous la forme d'églises. Pourquoi voulez-vous... Enfin, s'il faut faire des mosquées, au lieu que ce soit des garages où la DGSE ne rentre pas, ou la DGIC, je ne sais pas quoi, ne rentre pas, faisons des mosquées qui ont pignon sur rue, qui ressemblent à une église, qui ne ressemblent pas à une mosquée du Kosovo ou à une mosquée du Maroc, parce que nous ne sommes pas à Marrakech ni à Pristina, nous sommes à Strasbourg ou en France, et qui soient surveillées, et que les imams soient briefés par le ministère de l'Intérieur, où on créera un jour une direction des affaires islamiques. Moi, je prends en compte le réel. Au lieu de dire on fait rien, nous sommes un pays laïque, nous ne sommes plus laïques. Vous avez 10 millions de gens qui pratiquent une religion avec une certaine ferveur. Donc, soit on organise ça en gardant les formes. Moi, je préfère qu'il y ait une mosquée surveillée qui ressemble à une cathédrale de loin. Comme ça, le touriste mexicain qui va dépenser 300 € par jour dans Paris, il va vouloir la prendre en photo, parce qu'aucun touriste mexicain, ni brésilien, ni russe ne veut voir le kebab à Paris, ni une mosquée. Les gens veulent voir Amélie Poulain. Donc préservons Amélie Poulain, ne serait-ce qu'un décor de film, et contrôlons ça. Parce que sinon, ça va être les Turcs qui vont le faire contre nous. Les Turcs, les pays du Maghreb, autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez plein d'ONG, plus ou moins aussi à la France, qui gèrent l'islam de France. L'islam, je dis pas, il n'y a pas d'islam de France, c'est l'islam en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça il ne faut pas qu'on soit dogmatique. Mais là, évidemment, vous dites ça, vous êtes considéré comme islamo-gauchiste. Peu importe. Il faut aimer son pays plus que sa respectabilité. C'est lui qui est juge ici, vous savez, TVL. Allez, dans votre essai, c'est la dernière question, parce qu'on est très en retard du coup. Vous posez une question qui prend tout son sens aujourd'hui. Faut-il craindre le choc? Faut-il avoir peur de la confrontation qui approche? Et vous semblez l'appeler de vos voeux. Ah oui, moi j'ai un côté, je revendique mes origines. Nous les Nord-Africains, j'allais dire nous les musulmans, nous sommes apocalyptiques. Nous croyons au retour du Mahdi, l'antéchrist qui va nous sauver. Nous attendons le choc. Boutade à part, mais c'est pas entièrement une boutade. Je pense que le sang parle. Le sang parle. Le sang va toujours parler. Il n'est pas le seul à parler. Peut-être qu'il n'aura pas le dernier mot, mais il parle. La voix de mes morts. Moi, il m'arrive parfois d'avoir des rêves en arabe, alors que je parle toute la journée en portugais quand je suis au Brésil, en France, quand je suis en France. Le sang parle. Boutade à part, nous avons une classe politique qui est soit traître à la patrie, je ne vais pas citer les partis, soit complètement à l'ouest, complètement côté de la plaque par rapport au thème de la diversité, au thème de ce livre. Je pense que même chez ces Reconquêtes, même chez le RN, ils n'ont pas, à mon humble avis, je ne veux pas être professoral, compris les enjeux. Ils croient encore
dans l'assimilation des années 60. Je leur dis, les gars, ça n'aura jamais lieu. Pour une minorité, évidemment, mais on n'est pas en 60. Et on a un nombre de musulmans en France ou d'Africains ou autres qui est extraordinairement élevé. Donc, rien ne sera fait. Ils vont rien faire. Ils vont peut-être agir sur la sécurité, hein, et c'est très bien, mais ils vont rien faire. Ils vont mettre le couvercle sur le... C'est comme les filtres Instagram. Ils vont mettre un filtre Instagram pour dire laïcité, un peu plus de police, un peu plus on va contraindre les pays émetteurs et tout ça. Et ça va. Mais la vie, elle continue à avoir lieu. Vous savez, c'est comme un feu de tourbe. Tout va bien, mais la terre est chaude. À un moment, ça va péter. On ne peut pas avoir, au risque de me répéter, une religion qui est très pratiquée et qu'on laisse opérer dans les sous-sols, littéralement dans les sous-sols. Il faut l'encadrer. Il faut donner à l'islam de France, il faut lui donner une marge de manœuvre et des limites. Là, on l'ignore. C'est comme si vous aviez un tabou. Le tabou, chez les Maoris, c'était des forêts, des bouts de forêt. On disait, il y a un monstre qui vit, on ne va pas aller chercher. Parce que c'était pour protéger la forêt, on disait. Là, vous avez une forêt, de l'autre côté du palier, où vous dites, je m'en occupe pas. Je ne sais pas ce qui pousse. Là, vous avez l'islam qui pousse. Vous avez aussi la demande il n'y a pas que l'islam, il y a une demande d'identité nord-africaine et africaine. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, nous sommes gouvernés différemment de vous. Nous ne sommes pas des démocrates. Nous ne sommes pas des sauvages, mais nous ne sommes pas des démocrates. Le vote, l'égalité, ça on ne connaît pas. On le pratique depuis très peu. Et on vous singe d'ailleurs en le faisant. Nous avons toujours été gouvernés par des musulmans. Nous n'acceptons pas d'être gouvernés par des chrétiens ou des juifs. Tout ça, c'est comme dans une thérapie collective. Il faut que ça soit traité. Sinon, ça va exploser plus tard. C'est comme les crises d'hystérie au début du 19e. Vous avez une nana qui devient folle. On dit les femmes sont folles. Non. Il y a des maladies mentales ou des phénomènes mentaux qu'il faut absolument éclairer. Et il vaut mieux aller aux avant-postes de ça et organiser ça pour vous que de laisser exploser. Parce que le but du livre, c'est de garder pour la France le contrôle du manche. C'est tirer les conclusions de la diversité. Je vous dis ce qui risque d'arriver. Anticipez-le, organisez-le. Ce n'est pas le meilleur des mondes. Ce ne sera jamais le meilleur des mondes, parce que la diversité, c'est comme l'herpès, ça va, ça vient, et c'est une maladie durable. Mais on peut vivre avec, et il faut l'organiser. Là, au fait, gauche et droite, ils feront rien. Merci beaucoup, Driss Ghali, avec des propos qui vont faire jaser, qui vont créer le débat, et c'est tant mieux. Et pour poursuivre bien ce débat, lisez De la diversité au séparatisme, le choc des civilisations, ici et maintenant. Cet ouvrage est en vente sur le site TVL à la rubrique boutique. Merci beaucoup, Merci. Driss Ghali. À la prochaine.